pour faire un espace, il faut faire majuscule entrée. Et oui, on va aussi enregistrer cette session. Donc, si jamais voilà, vous ne souhaitez pas être vu, vous pouvez garder la caméra coupée, il n'y a pas de souci. Et donc, bonjour aux personnes qui nous rejoignent. On commence par faire connaissance en vous posant les 3 questions qui sont à l'écran. De quel établissement venez-vous? Quel est votre rôle? Et si vous avez déjà joué au challenge. Donc, on a Dylan Olivier qui vient de l'Université Rennes 2, qui est chargé de projet transition Bonjour. écologique et n'a pas encore joué. Anne Drevet qui vient de Télécom Nancy, qui est chargée de mission, qui a participé la première fois avec sa composante. Ed Mathieu, qui vient donc du groupe Igencia Éducation 2, qui est directrice développement durable et qui n'a pas encore joué. Julien Schmitt, qui vient de l'ESCP. On va vous laisser vous présenter après. Aude Grasset, qui vient, bonjour Aude, de Dauphine PSL Londres, qui est enseignante et qui a déjà participé. Sébastien Limet, directeur de l'IUT d'Orléans, qui a déjà participé à titre individuel. Bastien Guidé, qui vient de l'IUT de Rangueil à Toulouse, qui est étudiant, qui a déjà participé 2 fois. Et on a Théodose Carana, qui vient de l'Igencia Éducation, qui est chargée de mission RSE, qui n'a pas encore participé. Et bien, bienvenue à tous et à toutes. On peut peut-être passer à la slide suivante, Marine. Ouais, je te la donne, vas-y. Et on va pouvoir faire connaissance avec nos intervenants et intervenantes. Je te laisse te présenter, Laure-Élise. On va commencer à aller de gauche à droite, comme les photos qui sont sur la slide. Et voilà, je te laisse la parole, Laure-Élise. Ça marche, merci Hélène. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Laure-Élise Briouat, je suis déléguée de transition écologique pour l'Université de Lorraine et je suis au sein de la délégation RSE. Et j'ai joué 2 fois au challenge Ma Petite Planète. Merci, Laure-Élise. Julien? Bonjour, moi je suis professeur à l'ESCP, je coordonne le département académique Sustainability et j'enseigne pas mal, dont un de mes cours c'est la consommation durable et c'est dans ce cadre-là que je fais jouer à mes étudiants au jeu de ma petite planète. Et j'ai déjà joué aussi moi-même. Merci, Julien. Je te laisse la parole à Marie. Bonjour à toutes et à tous, donc Marie Monsterlet, je suis responsable de la communication et de l'événementiel pour IAE France, qui est le réseau d'écoles universitaires de management. Et je coordonne le challenge Ma Petite Planète Inter-IAE et je l'ai organisé pour la 4e fois cette année. Voilà, mais je n'ai joué pour ma part qu'une seule fois sur les 4. Merci, Marie. Et pour terminer, Camille. Donc bonjour à toutes et tous, donc Camille Savary, je suis maîtresse de conférence à la faculté de pharmacie au sein de l'université d'Angers et donc je suis effectivement chargée de mission transition écologique au sein de l'université, mais c'est surtout sur ma casquette de chargée de mission transition écologique au sein du département de pharmacie que j'ai lancé, organisé Ma Petite Planète et j'y ai participé 2 fois à titre individuel et je n'ai pas participé à celle auquel j'ai participer à l'organisation. Merci, Camille. Et je rends la parole à Marine. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, pour certains, c'est aussi... Oula, ça va un petit peu vite là. Pour certains, c'est aussi la première fois que vous entendez parler de nous, mais on va quand même vous présenter rapidement et d'autres, vous nous connaissez déjà pas mal, donc on va y aller assez vite sur la présentation de Ma Petite Planète, c'est promis. Écoutez, nous, c'est Marine et Hélène, on est toutes les deux account managers donc chez Ma Petite Planète, donc en fait, on est en charge de vous accompagner sur le déploiement du challenge, notamment sur la partie de la participation des établissements du supérieur. Donc, on est super contente de vous présenter ce webinaire. On espère qu'il va vous plaire aussi. Pour vous rappeler qui est Ma Petite Planète en quelques mots, Ma Petite Planète, donc, c'est une association qui a un petit peu plus de 4 ans maintenant. Et donc, cette association propose un challenge de défis écologiques à relever en équipe pendant 3 semaines. Donc, l'objectif, c'est de sensibiliser, mais surtout de faire passer à l'action un maximum de personnes pour la préservation de la planète et du vivant. C'est vraiment un peu notre credo chez Ma Petite Planète. Toutes les personnes qui ont déjà été sensibilisées, même les étudiants qui ont été sensibilisés à tout ce qui est fresques, ateliers d'automne, c'est super chouette. Et nous, du coup, on vient en complément, une fois que la prise de conscience a été un petit peu faite, pour inciter les personnes à passer à l'action, à adopter de nouvelles habitudes dans leur quotidien et vraiment devenir acteurs finalement de tout ce changement.
Donc, très concrètement, comment ça marche? Eh bien, en équipe de 6 à 20 personnes, les participants doivent réaliser un maximum de défis écologiques pendant les 3 semaines et tenter d'obtenir le plus de points possible puisque c'est quand même un jeu. Et donc, chaque défi écologique réalisé va vous permettre de gagner des points et va vous permettre de gagner des points à titre individuel, mais aussi pour votre équipe, donc, et puis pour les plus compétiteurs d'entre vous, pour l'établissement avec lequel vous participez également. Donc, il y a vraiment 3 niveaux de classement et de compétition qui sont assez sympas et qui fédèrent beaucoup autour de ma petite planète. Donc on espère que le jeu va vous plaire en tout cas. Maintenant, donc sur l'application, il y a des défis pour tous les goûts, pour tous les niveaux. L'idée, c'est vraiment qu'on vous offre une vision un peu transdisciplinaire de la transition écologique. Le challenge, je vous l'ai dit, il dure 3 semaines, mais l'objectif, c'est pas de parler pendant 3 semaines uniquement de mobilité ou d'alimentation, par exemple. L'objectif, c'est aussi de vous ouvrir un petit peu les yeux et d'ouvrir les yeux aux participants sur toutes les autres thématiques qui composent justement ces enjeux de transition écologique. Donc, on va parler de technologie, on va parler de seconde vie, on va parler d'argent, de déchets, de biodiversité. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour ne pas s'ennuyer pendant les 3 semaines du challenge. Évidemment, on parlera aussi de mobilité et d'alimentation, mais l'enjeu ici et l'objectif, c'est que chacun puisse s'y retrouver, les plus néophytes comme les personnes les plus aguerries. Il y a des enjeux qui sont plus compliqués à aborder que d'autres qui sont beaucoup plus simples. L'idée, c'est vraiment que chaque personne puisse créer un challenge un petit peu à la carte pendant ces 3 semaines. Ce qui est assez chouette grâce au challenge Ma Petite Planète, c'est que vous avez aussi 3 défis qui sont complètement personnalisables selon vos enjeux et aussi votre vie universitaire. Donc, si vous avez des événements qui sont organisés en même temps que le challenge, on peut aussi faire rebond avec les événements qui sont en cours. Si vous souhaitez aussi obtenir, je ne sais pas, des avis des étudiants ou de vos personnels sur certaines actions que vous souhaiteriez mettre en place, ces défis choix du public sont là aussi pour s'intégrer concrètement dans votre vie universitaire. Donc, c'est aussi des choses sur lesquelles on peut travailler ensemble. Maintenant, et ce qui est super chouette, c'est que ça fait 2 ans qu'on travaille maintenant sur la version, 2 ans, allez, on va dire 2 ans et demi, 3 ans, qu'on travaille sur la version universitaire avec Hélène. Et on s'est rendu compte aussi que le challenge, vous l'étiez approprié. Et ça, c'est super chouette. Nous, on est hyper contents de voir aussi que c'est un outil qui vous sert dans votre quotidien. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de participer en fonction de vos besoins. Et on va vous les illustrer aujourd'hui grâce à nos 4 super intervenants qui ont accepté donc de vous faire tout ce joli retour d'expérience aujourd'hui. Donc, parmi les 3 façons, donc, on a l'intégration de Ma Petite Planète directement dans le cadre d'un cours ou d'une unité d'enseignement. Et c'est essentiellement ce dont va vous parler Julien aujourd'hui. L'idée de ce format de participation, c'est de permettre aux étudiants d'une même classe ou d'une même promotion de participer au challenge et de l'intégrer finalement directement dans vos enseignements. On peut aussi donc proposer le challenge à l'ensemble de vos étudiants, donc les étudiants, les associations, de l'ensemble de votre établissement. Et c'est plutôt donc Camille qui va nous présenter tout ça avec sa participation via l'Université d'Angers. Et puis, on a des personnes qui se sont dit qu'elles allaient participer avec la plus large échelle possible et donc fédérer à la fois les étudiants, les personnels, les campus, toutes leurs composantes. Dans le cadre de l'IAE France, c'était toutes les IAE de France. Donc, c'est Marie et Laure-Élise qui vont nous présenter tout ça avec l'Université de Lorraine. Donc, si vous avez des questions à leur poser par la suite, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Je pense qu'on aura un temps à la fin pour toutes ces questions. Donc, il ne faudra pas hésiter à ouvrir vos micros, à participer ou à nous écrire directement pour pouvoir interagir avec nous. Donc, le déroulé de la table ronde va être assez simple. On va donc s'organiser de la même façon que le challenge s'organise lui-même. Donc, on va avoir une première partie avant le challenge pour savoir tout ce à quoi il faut penser avant de mettre en place le challenge, pendant le challenge aussi. Donc, les éléments auxquels il faut prêter attention. Et après le challenge, qu'est-ce qui s'est passé pour les établissements qui l'ont mis en place. Et puis, je vous propose qu'on y aille. C'est parti. Hélène, je te laisse la parole donc, pour la première partie qui est plutôt avant le challenge. Merci. Et donc, j'ai une première question à vous poser à tous les 4. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au challenge? Et je passe la parole à Laure-Élise pour commencer. Très bien, merci Hélène. Moi, pour ce qui nous a motivés, ce qui m'a motivée en fait à essayer de convaincre ma direction et mon vice-président en particulier, donc c'était l'an dernier, notre première, c'est que j'étais en recherche d'autres outils, puisqu'on connaît, sans doute connaissez-vous tous déjà la fresque du climat, l'atelier d'automne, etc., qui ont bien sûr leurs avantages et aussi leurs limites.
Et là, moi, ce qui m'a plu dans le challenge Ma Petite Planète, c'est d'abord le caractère ludique. C'est le fait de le faire en équipe, justement, ce qui nous a beaucoup plu parce que du coup, ça vient favoriser aussi la cohésion, la solidarité, la convivialité. C'était aussi la pluralité des thématiques TE parce qu'on se retrouve beaucoup en miroir par rapport à notre stratégie de transition écologique au niveau des thématiques que vient de présenter Marine. De la diversité des défis aussi, il faut savoir que vous avez dans le challenge des défis simples, des défis faciles à réaliser, des défis moyens et des défis difficiles à réaliser. Donc, on peut tous s'y retrouver aussi. Et en fait, ça permet tout simplement la montée en compétences, l'acculturation aux enjeux TE et surtout la mobilisation. Moi, c'est ce qui m'a vraiment plu là-dedans, c'est qu'une fresque du climat, pour ceux qui l'ont suivi déjà, c'est que tu arrives, on t'emmène dans une dépression, hein, et puis après, on essaye de trouver des leviers, mais finalement, au bout de 3 heures, tu te retrouves tout seul face à ce que tu viens de vivre. Là, c'est 3 semaines, c'est en équipe, on peut en discuter. Et le dernier point que j'ajouterais, mais ça, c'est suite à mon premier crash test l'an dernier, c'est que je vous rassure, l'association MPP et en particulier son équipe et en particulier Marine et Hélène ont été super, hein, un super accompagnement, ce qui est hyper rassurant quand on ne connaît pas, qu'on découvre le challenge, etc. Voilà en gros ce qui m'a convaincue à l'époque l'an dernier. Est-ce que Julien, tu veux rajouter quelque chose? Oui, bien sûr, je vais pas répéter tous les atouts du challenge qui ont déjà été dits par Laurélise, mais moi, en fait, à l'époque, je développais un cours sur les transformations de la consommation. Et mon objectif, c'était d'aller au-delà d'un cours qui est souvent un peu trop théorique, où on explique les enjeux de la durabilité, les transformations nécessaires de la consommation, les variables sociales, psychologiques, etc., qui peuvent bloquer, freiner cette transition. Et je voulais que les étudiants puissent expérimenter ça, puissent vraiment en fait voir dans leur vie qu'est-ce que ça veut dire que de transformer sa consommation. Je ne trouvais pas et j'ai eu la chance de croiser Clément lors d'une fresque du climat qu'on a animée tous les deux. Clément étant un ancien élève et du coup il m'a présenté cette solution et je me suis dit mais c'est parfaitement adapté. Et du coup, ce que je fais, en tout cas pour ce cours, c'est effectivement de faire jouer mes élèves à Ma Petite Planète et ensuite de les faire avoir une réflexion sur, selon les challenges, quels sont les freins, quelles sont les difficultés qu'ils ont eues et de relier ça avec les principes et les théories qu'on voit dans le cours. Et tout à coup, ça leur donne une dimension qui est très différente, qui n'a plus rien à voir. En fait, ça devient concret, ça devient expérimenté, dans leur vie quotidienne. Et quand ils proposent, par exemple, des suggestions de solutions à des cas que je leur donne, parfois les solutions qu'ils peuvent proposer peuvent paraître un petit peu très abstraites ou pas du tout incorporées, etc. Et là, tout à coup, ils se rendent compte réellement qu'est-ce qu'ils demandent en fait à leurs consommateurs à- qu'est-ce qu'est-ce qu'ils demandent dans leur business plan à leurs futurs consommateurs, qu'est-ce que ça représente réellement dans leur vie. Et c'est ça que je voulais, en fait. Merci Julien. Est-ce que Marie, tu veux ajouter aussi des éléments, peut-être en lien avec les enjeux aussi? Oui, merci Hélène. En fait, oui, effectivement, je vais revenir déjà sur nous, nos objectifs en tant qu'association nationale des IAE, hein. Le rôle d'IAE France, c'est vraiment d'animer et de fédérer la communauté des 38 IAE en France. Et donc, notre but, c'est vraiment de créer du lien, d'animer le réseau et aussi en termes de développement durable et de RSE, de sensibiliser la communauté et d'accompagner les IAE dans la mise en place de ces sujets-là localement. C'est dans ce cadre-là, en fait, que depuis 4 ans, on organise le mois du développement durable IAE France. Et pendant ce mois du développement durable, on voulait trouver un événement qui soit ludique, fédérateur, participatif et à destination tant des étudiants que des personnels. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là. Alors, on avait commencé il y a un peu plus de 5 ans, du coup, avec un autre challenge qui s'appelait le Green Punch, qui était porté par un diplômé de l'IAE. Et quand il a arrêté son application, en fait,
il nous a très spontanément orientés vers Ma Petite Planète. Et pour le coup, on a été très séduits par la proposition de Ma Petite Planète. Et c'est comme ça qu'on organise ce challenge depuis 4 ans. Merci Marie. Camille, est-ce que tu as des éléments à ajouter aussi? Oui, merci Hélène. Non, je rejoins beaucoup Laure-Élise dans le constat par rapport à la fresque du climat. Et du coup, c'est dans ce cadre-là, nous, on l'a vraiment lancé dans le cadre de la rentrée du climat, où on trouvait que la fresque du climat, c'était finalement une sensibilisation, mais trop courte. Et surtout, derrière, ça peut conduire les étudiants à un sentiment, voilà, des éco-émotions, des échos de l'éco-anxiété, et que ça permettait de vivre effectivement quelque chose de collectif. Et il y a cet enjeu aussi d'intégration, qui est vraiment, moi, pris en compte dans ma démarche, puisque c'est à la destination des deuxièmes années, des étudiants qui arrivent d'une année où ils ont en plus cet esprit de concours, puisqu'ils viennent de passer un concours. Donc, je mise aussi sur l'appétence à la compétition, euh, même si elle est bienveillante, bien évidemment. Mais en tout cas, je prends voilà, ce challenge-là et ce côté intégration et collectif et vie en communauté pour pouvoir intégrer les étudiants au sein de la deuxième année, en plus de tous les enjeux qui ont déjà été cités jusqu'à maintenant. Merci pour toutes vos réponses. La question suivante que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que vous avez réussi à convaincre votre établissement de participer? Voilà, est-ce qu'il y avait des questions en particulier, si vous aviez des conseils à donner? Et je laisse la parole à Julien, par exemple, pour commencer. Ok, d'accord. Donc moi, je reviens sur mon cours là. C'est un cours à peu près pour 30 étudiants. Et c'est vrai que c'était pas suffisant pour l'école pour justifier une participation au challenge. Donc, ce que j'ai fait, bah, j'ai pris mon petit bâton, comme on dit, hein, et puis je suis allé voir tous les directeurs de programme. Donc, nous, on est organisé en programme, on a des programmes grande école, donc ce qu'on appelle le MIM, on a des masters spécialisés, on a des bachelors, on a des doctorants, etc. Donc, on a plusieurs programmes, et je suis allé les voir tous pour leur demander si ça pouvait les intéresser d'intégrer quelque part dans leur cursus ce jeu. Il se trouve que moi, je donne des cours un peu partout dans ces programmes. Et du coup, j'ai réussi à ce que ça soit logique. Par exemple, je donne un cours de comportement du consommateur pour un des masters spécialisés. Et du coup, c'était très logique de faire une session sur la transition de consommation et d'intégrer le jeu dedans. Je suis aussi impliqué dans le cours fondamental de sustainability pour le bachelor. Donc ça, c'est plutôt un cours qui est donné à tous les étudiants d'une promo. Donc là, on est à 400 ou 500 étudiants. Et c'était assez logique, dans le cadre de ce cours de durabilité, d'intégrer Ma Petite Planète. Bref, voilà, j'ai essayé de montrer à quel point ce jeu pouvait être logique dans l'intégration du cursus. Et quand on est arrivé à une masse critique d'étudiants suffisante, eh bien, voilà, c'était beaucoup plus facile de convaincre l'école de faire cet investissement. Ça n'a jamais été compliqué de convaincre de l'utilité du jeu enfin, d'un point de vue curriculum. Ça a toujours paru logique à tout le monde. Le problème, c'était effectivement arriver à une masse critique suffisante. Et donc, voilà, c'était ça. D'accord. Et Camille, toi, comment tu as fait pour convaincre l'Université d'Angers? Eh bien, moi, j'ai convaincu avec tous les arguments qui ont été abordés jusqu'à maintenant par rapport à la mise en place de la rentrée du climat et d'accompagner les étudiants sur les éco-gestes et toutes les thématiques qui ont été l'éco-anxiété, l'éco-terme qui fait peur enfin, personnellement à l'université en disant on va pas leur en parler parce que sinon c'est éco-anxieux, donc on met tout sous le tapis, on n'en parle pas. En fait, le fait qu'on apporte des solutions à ça, ils disent voilà, avec les aspects ludiques, etc., bah oui, on y va. Et puis clairement, hein, le frein, c'est d'apporter un levier financier. Et moi, je me suis rapprochée de la CEVEC, comme c'était à 100% à destination des étudiants. Alors, 100%, on a aussi inclus le personnel, mais du coup, on a participé en tant que département, mais on a fait lever les fonds de la CEVEC pour pouvoir participer à ce challenge. Donc, le fait d'avoir un levier financier, personne ne s'est dit, bah oui, allons-y, on y va, quoi.
Merci Camille. Et est-ce que pour les autres, vous avez utilisé d'autres leviers financiers puisqu'on parle de cette question? Je vais me permettre de prendre la parole, pardon. Du coup, moi, l'an dernier, pour la première édition, effectivement, j'avais une enveloppe dédiée pour, comme un peu un starter pour la transition écologique. Donc, j'ai utilisé plutôt ce fonds-là. Et cette année, du coup, j'ai fait pareil, j'ai utilisé la CEVEC proportionnellement, en fait, par rapport au nombre d'étudiants versus le nombre de personnel. Donc, on a essayé d'être vraiment le plus raccord possible par rapport à ça. Et tant que j'ai la parole, j'en profite pour faire aussi mon retour d'expérience sur comment j'ai pu convaincre donc comment la mission TE Transition écologique a pu convaincre sa direction, les VP et tout. C'est notamment mon vice-président l'an dernier qui était plutôt frileux à l'époque sur le challenge. Il se disait que c'était encore un outil de plus parmi d'autres, parmi ceux qu'on connaît, qu'on a cités, que c'était peut-être ludique, rigolo, mais il voyait pas trop l'aspect montée en compétences, sensibilisation et surtout mobilisation, c'est-à-dire passer à l'action dans son quotidien. Donc, je lui ai vendu en mode, viens, on fait un test, je lance une bouteille à la mer. Nous, on a 7000 personnels et 60 000 étudiants. Donc, typiquement, je vais faire comme Julien et prendre mon bâton de pèlerin pour aller voir tout le monde. En revanche, on a un réseau de correspondants transition écologique dans chacune des composantes ou de directions. Donc, je suis passée par eux. J'ai tenté ça, j'ai donné de l'info. On a fait un webinaire aussi d'infos. N'hésitez pas aussi à solliciter Hélène et Marine. Pardon, je vous mouille là-dessus. Mais ça aide bien aussi un petit webinaire d'infos rapide pour vraiment lever les freins, etc. Et donc, bouteille à la mer envoyée, faire quelques jalons, quelques étapes un peu de pédagogie. Et en fait, dès ma première édition, j'avais déjà 400 personnes qui ont levé le doigt. Alors, moi, j'ai été la première surprise, voir personnes. Moi, je pensais faire vraiment un petit test pilote sur une première année. Et finalement, on a bien démarré donc l'an dernier avec 400 personnes et on a quand même dépassé puisqu'on était 600. Donc, c'est une montée en puissance. C'est assez chouette. Est-ce que tu veux d'ailleurs nous expliquer comment ce challenge s'intègre à la politique RSE de votre établissement et en quoi? Oui. Oui, avec plaisir. Alors, nous, effectivement, ce challenge-là, il est parfaitement aligné avec notre stratégie de transition écologique puisqu'elle repose, je dirais, sur 3 piliers majeurs. En gros, nous, notre objectif macro sur la stratégie de transition écologique, c'est de réduire notre empreinte carbone de 6%. Je fais une aparté, on est bien conscient qu'il y a tous les aspects, plutôt les enjeux biodiversité, pollution, amenuisement des ressources, on en a conscience, mais il nous fallait une métrique, un élément un peu macro et facile à comprendre pour tout le monde, d'où l'atterrissage sur ce moins 6% par an de notre bilan carbone. Pour ce faire, on va s'appuyer sur notre cinquantaine de campus qu'on va accompagner dans leur changement enfin vraiment de leur réaménagement, plus d'abris vélos, etc. Ça, c'est un pilier. L'autre pilier, c'est la formation, sensibilisation et mobilisation donc de nos 7000 personnels et 56 000 étudiants. Et c'est là où ça vient répondre le challenge. Et en plus, quand on parle, enfin, je vous dis, il y a eu 600 personnes, c'est pas rien, même si on a des grosses masses, effectivement, de personnel et des grosses communautés. Donc voilà, oui, pour nous, c'est parfaitement aligné et c'est un axe fort, effectivement, de notre stratégie pour le coup. Marie, est-ce que tu veux compléter aussi sur le lien avec la politique RSE de IAE France? Oui, merci Hélène, avec plaisir. Alors en fait, nous au niveau d'IAE France, on a un projet stratégique qui est proposé par le bureau IAE France et pour une durée de 3 ans et qui est également voté par les directeurs. Donc ces objectifs inscrits dans le projet stratégique avec notamment sensibiliser à la transition écologique, former des managers éclairés et outillés pour répondre aux enjeux de demain, etc. Donc finalement, déjà, le bureau IE France et l'ensemble des directeurs qui ont voté le projet étaient convaincus que c'était important d'intégrer ces thématiques-là dans les contenus de cours, et puis de manière plus générale au sein de leurs IAE. Donc du coup, déjà, pour convaincre les établissements, ça, c'était pas vraiment un problème. Et après, effectivement, vous nous avez aidé, et notamment toi, Hélène, à prêcher la bonne parole auprès de chacun des IAE. Ça s'inscrivait donc suite à la mise en place de ce projet stratégique. En fait, c'est comme ça qu'on a d'abord lancé les mois thématiques, donc dès 2021. Donc, on a quand même commencé à faire des choses il y a quelques années. Et on a ensuite créé un groupe de travail dédié à ces thématiques-là.
et en 2023, une vice-présidence vraiment dédiée au développement durable et à la RSE, donc qui est portée aujourd'hui par Corinne Van der Yeugt, qui est aussi la directrice de l'IE de Toulon et qui anime aussi le groupe de travail. Et en fait, le groupe de travail, un de ses premiers livrables, c'était la création d'un référentiel de connaissances et de compétences en termes de développement durable et de RSE. Et dans ce référentiel, il y a notamment un item qui est consacré, alors je ne sais plus le nom, si c'était agir individuellement et collectivement pour la TEDS. Et dans cette compétence-là, en fait, on a intégré le challenge Ma Petite Planète, qui est en fait un outil pour répondre à cet objectif-là. Merci Marie. J'ai une autre question. Quel est le timing à prendre en compte quand on décide de mettre en place le challenge dans son établissement pour Laure-Élise et Marie? Je vous invite à y répondre. Marie, tu veux démarrer? Vas-y, je t'en prie. Alors nous, donc, on a choisi l'édition de fin septembre, l'édition d'automne pour MPP. Pourquoi? Puisqu'il en existe plusieurs. Je parle sous votre contrôle, il y en a 4 par an, c'est ça, Marine-Hélène? 3, pardon. Donc nous, en tout cas, on s'est positionné sur celle d'automne. Du coup, ça veut dire que le timing, on le sépare entre les personnels où on souhaite leur donner une information le plus tôt possible. Donc typiquement, on a commencé la com envers les personnels dès fin mai-juin. En revanche, le problème, c'est que nos étudiants se renouvellent chaque année, donc la com auprès des étudiants démarre uniquement mi-septembre parce qu'il nous faut leur laisser le temps d'arriver, de se prendre la vague un peu administrative de comment fonctionne mon campus, mes cours, etc. Mais dès mi-septembre, on fait un gros coup de com justement pour rameuter un maximum. Alors, c'est pas facile puisque là, cette année, ça a commencé le 30 septembre, donc il faut vraiment alimenter la com auprès des étudiants, j'entends. De façon assez poussée. Mais j'aime bien quand même l'idée de faire cette édition d'automne parce que du coup, c'est mettre en pratique tout de suite la transition écologique et ses bonnes pratiques, ses bons comportements dès la rentrée universitaire. Donc, j'aime bien quand même l'idée de marquer finalement la rentrée universitaire d'un événement assez fort et fédérateur. Mais donc, je me permets de rebondir sur ce que disait Laure-Élise. Nous, c'est exactement le même timing au niveau d'IE France. On a effectivement une double communication. Alors nous, au niveau du réseau, on est vraiment en lien avec les porteurs de projets au sein des IAE qui ensuite organisent le challenge dans leur établissement. Donc du coup, on a une première étape de communication donc bien avant l'été, un courant début juin où l'événement est déjà inscrit dans le calendrier annuel d'IAE France. On a organisé avec Hélène un premier webinaire d'information qui était dédié vraiment à tous les référents développement durable des IAE et aussi aux services communication qui parfois portent le projet dans leur IAE. Et c'était vraiment un premier webinaire d'information pour présenter le challenge et mobiliser. Ensuite, suite à ça, on fait un petit sondage pour savoir qui veut réellement participer. Et après, les choses se déclinent. En juillet, ils reçoivent déjà tous les porteurs de projets, tous les éléments de com pour pouvoir en prendre connaissance avant les congés et être opérationnels dès la rentrée, début septembre, pour pouvoir communiquer l'information à leurs étudiants. Mais voilà, comme Laure-Élise, les étudiants, ils démarrent les cours entre début septembre et fin septembre, voire début octobre pour certains. Donc, pas évident de mobiliser les étudiants, surtout que souvent, on propose essentiellement des étudiants de licence, donc ils ne se connaissent pas forcément, ou ils sont en première année de licence ou en première année de master, donc ils ne se connaissent pas forcément entre eux. Donc, pas facile de les mobiliser. Du coup, on a décidé cette année, et depuis même 2 ans, de reporter le démarrage du challenge une semaine plus tard et de faire que 2 semaines de challenge, donc ce qui laissait une semaine de plus aux IAE pour mobiliser les troupes en interne. Merci. Et en effet, du coup, on a 3 éditions par an et celles qui sont les plus en général choisies, ça va être celle de septembre et de janvier pour les établissements du supérieur. C'est ce qu'on constate. Après, rien ne vous empêche aussi de participer à celle de mai-juin, mais souvent, ce qu'on voit, les étudiants sont partis à ce moment-là, donc c'est plus intéressant de participer à celle de septembre ou de janvier. Il y a notamment Julien qui est ici, qui participe aussi en janvier avec ses étudiants. Il reste encore 2 questions, on va accélérer un petit peu.
mais c'est quand même nécessaire et important de poser ces questions. La suivante, c'est quels sont les éléments à prendre en compte lorsque l'on lance le challenge? Est-ce qu'il y a des leviers ou des freins qui vous ont aidé, ou au contraire qui vous ont ralenti? Julien, peut-être si tu veux reprendre la parole sur ce sujet-là, que ce soit en termes de, bon, on avait échangé, hein, que ce soit le budget, le calendrier, le suivi des étudiants, les modalités d'évaluation, etc. Oui, je vais pas revenir sur le calendrier, mais effectivement, on a les mêmes contraintes entre comme je vous ai dit, il y a 10 programmes qui n'ont pas les mêmes dates de rentrée, donc ça peut être un cauchemar. Il y a des étudiants qui arrivent après le début du challenge. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de faire jouer 2 fois. Une fois pour l'édition de septembre et une fois pour l'édition de janvier, parce que c'était assez compliqué dans les contraintes. En fait. Donc, selon les cours, les élèves, chaque élève ne joue qu'une fois, mais on fait les 2 éditions pour couvrir tous les programmes. Moi, je dirais que. Alors, moi, je fais jouer des étudiants. Donc, dans le cadre d'un cours. Donc, il y a plusieurs dynamiques. Il y a les étudiants qui sont hyper intéressés, hyper fans. Donc, eux, ils vont plonger dedans extrêmement vite. Et puis, il y a les étudiants qui le prennent pour quelque chose à faire pour le cours, comme des devoirs, un coursework, etc. Donc là, ils vont forcément être dans l'utilité. Voilà. Donc ça, c'est propre à l'expérience pour un cours. Ce qui peut bloquer, et comment j'ai essayé de lever les différents freins. Le premier frein qui peut bloquer, c'est que c'est un challenge. Ils n'ont pas tellement l'habitude du principe où quelque chose qui est intégré dans un cours vient euh, en fait mettre des pieds dans leur vie quotidienne, ou dans leur vie privée un peu, puisque c'est comment est-ce qu'ils transforment leur consommation, est-ce qu'ils ont pris du plastique, est-ce qu'ils ont mangé plus de viande, etc. On ne leur demande pas des choses intimes, mais enfin on leur demande quand même de répondre à des questions de ce qui se passe hors du cours, ce qui n'est pas forcément quelque chose auquel ils ont l'habitude. Un premier frein, ça pouvait être ce qui s'est passé cette année d'ailleurs. Il y a une classe qui a mis beaucoup de temps à démarrer, qui a mis une semaine sans rien faire, parce qu'en fait, ils n'osaient pas partager sur le groupe WhatsApp, puisqu'ils doivent partager les preuves qui font bien les défis sur un groupe WhatsApp qu'ils ont en commun. Il y avait beaucoup de timidité, enfin, ils n'osaient pas mettre des photos d'eux en train de, je sais pas, de jeter leur mégot ou des choses comme ça. Et donc, quelque chose qui a débloqué ça, ça a été de faire une séance où je les ai mis par équipe, par ligue, et où ils ont dû parler, se présenter, un peu de tout et de rien, évidemment un peu de consommation et de transition. Et ça a permis au jeu de prendre un démarrage assez rapide finalement, après cette période d'activité. Je dirais qu'il y a un premier frein qui est apprendre à se connaître et être à l'aise pour partager cette information. Le deuxième frein qui peut y avoir aussi dans le cadre d'un cours, c'est comment est-ce qu'on l'intègre dans la notation. Alors ça, j'ai pas mal tâtonné. Au début, je ne voulais pas l'intégrer dans la notation parce que moi, j'aime bien l'esprit du jeu, qui est un jeu collaboratif, bon enfant. La preuve qu'on a fait les défis, c'est juste une photo qu'on upload dans un groupe WhatsApp, et je trouve ça très important pour l'esprit du jeu, en fait. Mais du coup, effectivement, des étudiants qui pourraient considérer, en fait, qui pourraient prendre ça comme un moyen utilitaire d'augmenter leurs notes, enfin, c'est très facile de dire j'ai fait tel défi, il y a plein de défis où il n'y a même pas besoin de preuves, donc c'est très facile de faire ça. Donc, je tâtonne. Il y a des fois où je l'intègre dans la note, des fois où je ne l'intègre pas. Là, cette année, les 2 groupes dans lesquels la note a été intégrée, c'est finalement ceux qui ont le plus participé. Alors bon, c'est une toute petite partie de cette notation. Mais j'essaie quand même de privilégier les motivations intrinsèques, hein, plutôt que les motivations extrinsèques. Donc, une première. Enfin, ça aussi pouvait être une sorte de frein, parce que ça pouvait démotiver certains qui prennent. En fait, il y a des élèves qui prennent le jeu extrêmement sérieusement et qui se disent, mais
Lui, je le connais, tous ces défis, c'est pas vrai qu'il les a fait, etc. Donc, on parle d'étudiants hein, qui ont entre 18 et 23 ans, donc, ou aussi, je dirais, le- la pression sociale, l'influence sociale, est-ce qu'on est cool, est-ce qu'on n'est pas cool, tout ça, ça joue énormément. Hein. C'est un petit microcosme quand même, peut-être plus que pour des staffs, etc., que pour des employés. Donc, tout ça, ce sont des dynamiques à prendre en compte. Je ne suis pas certain encore d'avoir trouvé la solution parfaite. Je cherche. Hein, chaque année, je tente des choses différentes. Mais en tout cas, voilà. Ne serait-ce que mettre une toute petite partie de la notation sur ma petite planète, ça, quand même, ça les incite à aller voir ce que c'est quand même beaucoup plus rapidement. Et puis, surtout, eh bien, le fait de les faire se rencontrer avant, mais vraiment dans des vraies discussions, de leur donner un sentiment d'appartenance à un groupe dans une classe, ça, c'est surtout ça, je dirais. Euh, Comprendre, et puis leur faire comprendre le sens que cette expérience va avoir dans leur apprentissage et dans leur cours. Donc ça, c'est ce que je fais durant la première séance de cours, c'est pourquoi on y joue, parce que beaucoup se demandent pourquoi je fais ça dans le cadre d'un cours. Pourquoi on y joue. Donc en fait, à la fin du cours, je leur demande à tous comme on a un truc qui est facile à noter, c'est enfin, qui est facile à noter, qui est facile à contrôler, c'est que je leur demande à la fin du cours un, un devoir et un devoir de réflexion sur leur propre expérience. Ils doivent se servir du contenu du cours, donc tous les processus sociaux, psychologiques, etc., qu'on voit dans le cours, ils doivent les appliquer pour avoir une réflexion sur leur propre expérience et qu'est-ce qui a été facile, qu'est-ce qui a été difficile, pourquoi, etc. Et ça, c'est quelque chose que je peux noter de façon certaine, que ce soit eux qui l'ont fait. Voilà, et donc, je dirais, ces trois freins, aussi bien le frein social, le frein notation et le frein sens de l'expérience, voilà, que j'essaie de trouver petit à petit les meilleures solutions pour les lever. Est-ce que Camille, tu veux ajouter des éléments à ce sujet et comment toi, tu as réussi à convaincre les étudiants aussi de participer au challenge? Qu'est-ce que tu as mis en place? Oui, c'est vrai que le contexte est très différent parce que nous, on part de la participation, enfin, c'est du volontariat, même si on les incite énormément à tous les étudiants de deuxième année. Moi, je dirais que déjà, il faut avoir joué individuellement pour pouvoir connaître les challenges et savoir un petit peu de quoi il en recourt. Donc, le timing de mai, je trouve qu'il est très bien pour les personnes qui n'auraient jamais joué. Vous y jouez et après, vous lancez tout pour la rentrée ou pour janvier. Ensuite, c'est de réunir une équipe. Il ne faut pas être tout seul à gérer le challenge de ma petite planète. Il faut effectivement se soutenir avec, bien sûr, la petite planète, mais réunir des gens et les parties prenantes, c'est-à-dire des pairs. Moi, je suis allée chercher des étudiants avec qui j'étais en étroite collaboration pour pouvoir motiver. Et eux, ils avaient une action de communication avec les étudiants sur leurs moyens de communication qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils relayaient toutes nos infos sur les murs des promos, sur des supports dont j'ignore encore même les supports. C'est capital parce que nous, les mails, etc., ils ne les lisent pas, les étudiants. Donc, je pense que c'est vraiment le relais étudiant est extrêmement important. D'avoir un portage politique, c'est aussi extrêmement important, c'est-à-dire d'avoir un mail du doyen pour dire on participe à ma petite planète, je suis au courant, et en fait, j'ai donné l'accord et on y va tous ensemble. Ça, c'est aussi important parce que du coup, c'est à la fois par les pairs et par la hiérarchie, et ça, c'est hyper important. C'est pas une seule enseignante qui a décidé un jour de lancer ma petite planète. Même si c'est moi qui suis le moteur, le doyen en appuyant a aidé la participation. J'ai aussi trouvé un levier, je ne sais pas si c'est ça qui fonctionne ou pas, mais en tout cas, je suis allée chercher des lots. Des lots, bien sûr, éco-responsables. Hein. En tout cas, voilà, j'ai chopé les partenaires je suis allée sur Angers, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin aussi. Je suis allée voir les restaurateurs qui jouaient le jeu à faire du local et du saison, avec des repas végés, etc. Et le jeu, c'était, je vous fais une communication en interne au sein de mon département. Ce qui n'est pas négligeable parce que derrière, je mets aussi en avant des enseignes qui sont zéro déchet, etc. Et eux, en fait, ils m'ont donné des bons d'achat, des bons de réduction, etc. Ce qui m'a permis d'avoir une petite vingtaine de lots plutôt sympas pour pouvoir offrir aux étudiants. Et j'ai aussi, pour le groupe, pour avoir un cadeau de groupe, j'ai la chance d'avoir au département de pharmacie, on a un jardin botanique. Et en fait, on a eu des petites boutures pour tous les étudiants qui ont participé au Challenge de la petite planète. Histoire de pas, voilà,
d'être dans l'éco-responsable et pas d'aller à l'encontre du message aussi. Mais en tout cas, voilà, c'était que des. On a joué le jeu sur les lots aussi. Voilà les leviers que j'ai essayé de lever. Après, les freins, voilà, c'est la motivation des étudiants, c'est toujours délicat. Je pense qu'on galère tous là-dessus. Moi, j'ai pas trouvé la solution non plus jusqu'à maintenant, et une année ne fait pas l'autre. Je sais ce que tu as mis en place, c'était d'avoir des ambassadeurs de deuxième année qui notamment motivaient les premières années. J'avais trouvé que c'était une bonne idée, ça. Oui, c'est vrai. Pardon, j'ai pas mentionné ça. En fait, on avait les étudiants de deuxième année, c'était la cible. On a ouvert à tout le monde, mais il y avait des étudiants de troisième année qui se sont mis en binôme pour pouvoir chapeauter et aider les étudiants de deuxième année, déjà parce que ça permet d'être mieux intégrés au sein de Pharma. Et l'idée, c'est qu'eux, ils avaient déjà participé à un challenge et ils pouvaient motiver les troupes. Et eux, moi, c'était mes référents. C'était des personnes avec qui je communiquais. Et je ne sais pas si c'est maintenant où je peux en parler, peut-être sur la deuxième partie sur l'animation. On va rapport au timing, y aller à très vite. l'organisation. Tu nous as fait une super transition, Camille. Oui. Du coup, je prends le relais. Alors, on l'a vu, rien qu'avec le temps de parole qui a été dédié à l'avant-challenge, c'est évidemment ce qui va prendre le plus de temps, ce qui va vous demander le plus de réflexion et aussi de mise en place, d'organisation, etc. Mais il y a aussi, du coup, 2-3 petites choses à penser pendant le challenge. Je vous rassure, vachement moins qu'avant le challenge. C'est pour ça que cette partie-là va être un petit peu plus courte. Mais justement, Camille, tu nous as déjà un petit peu parlé en privé avec Hélène de ce que tu avais mis en place, de ce que tu avais mis en place justement pour animer le challenge pendant. En fait, une fois que tout le monde est lancé, que tout le monde est inscrit, comment faire en sorte que la dynamique soit belle et que les gens aussi apprennent à s'approprier le challenge au travers de différentes animations, etc. Alors, c'est un petit peu avant et pendant, parce que, bien évidemment, l'organisation, en fait, ce qu'on a proposé, c'est qu'on a constaté que l'année dernière, les étudiants, ils avaient un peu du mal à s'organiser des choses entre eux, parce qu'ils ne se connaissent pas forcément. Ça, c'est un frein, on l'a évoqué tout à l'heure. L'idée, c'est de créer des moments de cohésion qui répondent au challenge. Donc, en fait, on a organisé une clean walk. C'est nous qui l'avons organisé au sein de la fac avec les étudiants. On a organisé un repas végétarien, enfin un pique-nique zéro déchet végétarien. On a organisé un atelier de d'ail produits ménagers avec lequel je me suis fait appuyer sur des associations à zéro déchet et également le service universitaire qui propose ce genre d'animation. Et on a proposé une gratiféria. Une gratiféria, c'est une sorte de vide-grenier, mais version tout est gratuit. On amène des choses à donner et les gens repartent avec des choses à donner. C'est du troc. Pas besoin de donner pour prendre, etc. Ça, c'était complètement inconnu au bataillon. Donc, ça leur a permis de se dire « Ah, ça existe ». Et tout ça, en fait, on avait organisé, on a en tout cas fait un calendrier en étant sûr que les étudiants allaient être un peu disponibles. C'était des fois entre midi et 2. Et ce qui fait qu'on a organisé ces événements sur les 3 semaines pour pouvoir animer. Et tout le monde était invité, il n'y avait pas que les participants à Ma Petite Planète qui créaient du lien. L'objectif, c'est de créer du lien aussi avec également le personnel pour casser la barrière entre les étudiants et le personnel. Trop chouette. Est-ce que Laure-Élise, peut-être moins Julien pendant le challenge, mais est-ce que vous avez mis en place aussi des choses comme ça? Marie, pareil, je sais que c'était plus à discrétion de chaque IAE, donc peut-être que je me tourne vers Laure-Élise plutôt. Voilà, est-ce que vous aviez mis en place des choses aussi pendant le challenge de votre côté? Alors oui, déjà, première chose, effectivement, ça prend du temps hein, d'organiser ce challenge-là. Donc là, je suis un peu entre l'amont du challenge et pendant. Il faut le savoir, ça prend du temps humain. Moi, de mon côté, j'ai mis un de mes chargés de projet transition écologique, je l'ai mis en pilote et donc en gros en ambassadeur en chef de toute l'organisation de ce challenge-là. Et après, je m'appuyais énormément sur mes correspondants TE et ou sur les ambassadeurs de ligue pour pouvoir animer. Ce dont je me suis rendu compte par rapport à la première édition, c'est qu'en fait, là, cette année, nos équipes, on avait une 60aine d'équipes, en fait, se sont prises en main. Donc, elles-mêmes organisé les clean walk. Alors, attention, on était souvent en coopération interligue. Hein, vous comprendrez quand vous rentrerez dans le challenge. Mais ça aussi, c'est un point important du challenge, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de défis qui sont à faire entre équipes, inter-équipes. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et en tout cas, j'ai beaucoup d'équipes qui ont lancé eux-mêmes leur vide-grenier, qui ont fait eux-mêmes
même leur auberge espagnole végétarienne inter-équipe. Les clean walk, j'ai pas eu besoin. Bah, encore une fois, on a 50 campus, donc c'est compliqué d'en faire, de le faire partir du central. Mais on a beaucoup de clean walk qui se sont organisés donc ad hoc hein, par des équipes. Et ça, c'est une nouveauté par rapport à l'an dernier où les joueurs avaient moins osé se lancer dans des plus gros défis comme ça et que j'avais dû payer au niveau du central pour donner envie. Pendant le challenge, ce sur quoi on s'est aussi appuyé, c'est en fait l'association Ma Petite Planète va vous donner quand même un kit de com que vous pouvez adapter. Nous, c'est ce qu'on a fait, on a personnalisé au maximum le kit de com. Les meilleurs relais, donc c'était les ambassadeurs, mais aussi ce qui m'a aidé avant le challenge, c'est les joueurs de l'ancienne édition qui sont donc convaincus. Et aussi, je dois vous dire la vérité, c'est que au tout début du challenge, je me rends compte qu'il y a une équipe anonyme avec un code anonyme, avec des gens que je connaissais pas du tout. Et en fait, en allant fouiner, je me rends compte que c'est mon équipe politique. Donc, j'avais notre présidente, Hélène Boulanger, accompagnée de 8 VP, de 8 vice-présidents, pardon. Et ils s'étaient mis en mode anonyme parce qu'en fait, pour une raison simple, hein, c'est qu'ils sont complètement surchargés, qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir assurer justement de faire des défis, etc., qu'ils ne voulaient pas forcément se retrouver au vu et au su de tout le monde les derniers de notre challenge. Donc, ils ont préféré se mettre en mode anonyme. Donc, moi, je le découvre pendant le challenge qu'en fait, mon équipe politique et ma présidente se sont lancés. Donc là, moi, j'ai quand même attendu de voir si la sauce et si surtout ils arrivaient à faire des défis. Mais du coup, je me suis permis, dès que j'ai eu leur accord, de communiquer là-dessus. Comme on l'a dit justement, c'est Marie qui le disait, c'est important d'avoir effectivement du pair à pair, donc le bottom-up finalement, mais aussi, moi, le portage politique et où ils mouillent leur chemise parce que du coup, ils se lancent vraiment dans le challenge. Moi, je trouve que ça a été un élément hyper fort de cette édition. Et dernier, on va y passer peut-être après, pardon, j'allais parler de la série. Ça aussi, pour moi, c'est un moment important, justement, voilà, dans tout le challenge, quoi. On va y venir, Laure-Élise, mais oui, moi aussi, j'allais commencer à empiéter sur cette cérémonie à laquelle j'ai assisté, donc je m'arrête là. On passe à la suite. Justement, pour parler plutôt de l'après-challenge, pour pouvoir vous laisser aussi un petit peu de temps aux personnes qui assistent au webinaire pour poser vos questions par la suite, on va enchaîner. L'idée, c'est plus là que ce soit des questions ouvertes, et donc Laure-Élise, tu pourras enchaîner si tu veux sur la cérémonie de clôture à ce moment-là. C'est plus d'avoir vos ressentis à vous. Qu'est-ce que le challenge a apporté à votre établissement, à la fois en termes de cohésion, mais aussi dans l'inscription sur une feuille de route, sur peut-être l'obtention d'un label si vous visez un label, enfin toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça vous a permis en fait d'atteindre comme objectif de votre côté? Laure-Élise, si tu y allais. Merci, ok. Moi, de façon vraiment prioritaire, primordiale, ce que j'en retire, c'est vraiment la cohésion, la convivialité, l'esprit d'équipe dont on manque sans doute toutes et tous tout au long de l'année. À côté de ça, c'est bien sûr le premier objectif du challenge, c'est vraiment une réelle montée en compétences, acculturation, sensibilisation justement de tous nos étudiants ou personnels qui ne s'intéressent pas forcément à l'ATE, à la transition écologique. Donc ça, c'était vraiment un super levier. Et ce que j'ai noté surtout à la fin notamment du challenge, même avant la cérémonie, c'est une fierté collective. En fait, les gens sont fiers et tu as cet effet un peu boule de neige où, tu vois, par exemple, je parlais de l'équipe politique. On a, disons, les 2/3 de l'équipe politique qui sont partis. Les autres ne se sentaient pas. Oui, mais en fait, au fur et à mesure du challenge, comme la partie des joueurs MPP, on parlait, ah, t'as validé ça, attends, oui, j'ai pas envoyé ma preuve. Les autres se sentaient à l'écart. Et donc, je sentais bien qu'ils auraient bien aimé pouvoir les rejoindre, mais c'était trop tard, hein, ça faisait déjà 2 semaines, etc. Mais du coup, il y a cette norme ou cet effet boule de neige qui fonctionne pas mal. Et ça, je vous donne l'exemple de l'équipe politique, mais ça a fonctionné à tous les niveaux. J'ai plein de collègues qui sont venus me voir, oh, mais j'ai loupé le coche, mais l'an prochain, je viens. Enfin, voilà, il y a vraiment, c'est l'effet boule de neige comme ça que je l'appelle. Je suis pas sûre que ce soit le terme, mais ça, c'était vraiment chouette à voir, ouais. Et tu as eu aussi du coup un super discours de ton équipe politique à la fin, lors de la cérémonie de clôture.
Ouais. Oui, ce que je conseille aussi pour après le challenge, pardon, après je me t'ai promis, c'est nous, notre cérémonie de clôture. Donc, en gros, MPP propose une cérémonie de clôture globale, nationale, voire internationale. Je ne sais pas, je vous avoue que je me suis focus sur la nôtre. Mais ça, c'était un moment hyper important, en tout cas dans le challenge, un moment vraiment de cohésion aussi important où on se célèbre, tout simplement. On avait 70 personnes à cette cérémonie, alors une cinquantaine en présentiel et on ouvre toujours le distanciel, vu notre éclatement de site. Donc 70 personnes en tout. Et même, j'irai plus loin, c'est que le lendemain, en fait, le lendemain de tout ça, donc la finalisation du challenge et surtout le lendemain, à la suite de la cérémonie de clôture, les gens étaient comme désœuvrés, quoi, esseulés. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais c'était vraiment flagrant. Et depuis, même la présidente l'a dit, notre présidente de l'université l'a dit à la cérémonie. Moi, voilà, à la fin du challenge, on était comme tous un peu paumés parce qu'on s'est pris au jeu. Ça faisait partie intégrante de notre vie. Et donc, justement, ça faisait questionner, il y avait une curiosité des autres qui n'était pas rentrée et donc sur laquelle je vais jouer l'an prochain. Trop bien. Merci beaucoup, Laurélise, pour ton retour. Camille, Marie, Julien, qui veut prendre la suite? Non, je rejoins totalement ce qui a déjà été dit sur l'aspect le faire du lien. Moi, au-delà, bien sûr, aussi des objectifs de monter en compétences, je trouve que ça a permis d'identifier, moi, dans la petite échelle, des relais, des personnes qui, derrière, pourraient s'investir davantage au sein de la communauté et qui permettraient, voilà, il y a des étudiants qui se sont investis dans la commission développement durable de l'association étudiante, etc. Et donc ça c'est voilà. Le petit plus, c'est d'identifier des personnes qui peuvent nous aider par la suite. Ouais, je me permets aussi de rebondir. Effectivement, je suis assez d'accord avec ce qui a déjà été dit. Nous, au niveau d'IE France, donc voilà, comme on n'est pas directement une école, l'expérience est un petit peu différente. Mais effectivement, ça nous a permis de créer du lien, mais aussi de créer finalement du cadre. En fait, là, Ma Petite Planète, comme le mois du développement durable, c'est devenu vraiment un événement annuel, institutionnalisé, structurant pour notre réseau et ça crée du cadre pour les IAE et ça donne aussi une impulsion aux IAE pour mettre en place tous ces sujets-là localement. Alors bien sûr, ils font plein de choses déjà. On parlait des ateliers d'automne, des fresques du climat. Bien sûr, ça, ils le font en interne au sein des IAE. Mais du coup, nous, on vient apporter en fait cette impulsion un petit peu supplémentaire et vraiment du cadre. Et donc ça, c'est vraiment au niveau d'IAE France. Et après, on a eu aussi les retours d'expérience des IAE. Et il y en a un qui était vraiment sympa. C'est un IAE qui participe depuis 4 ans au challenge et qui nous disait ça y est, ça fait 4 ans qu'on participe et on se rend compte, donc c'était l'équipe de personnel qui disait ça, on se rend compte au bout de 4 ans que finalement il y a des habitudes qui sont vraiment ancrées. Les premiers défis, on les valide très très vite et voilà, on est déjà lancé dans la dynamique et du coup on peut aller beaucoup plus loin finalement au bout de 4 ans. Donc voilà, c'est vraiment le retour très positif qu'on a eu de la part des IAE. Il y a vraiment un effet de challenge en fait d'édition en édition après. Ça devient la routine de la rentrée. Julien, est-ce que Oui, tu veux c'est vrai, compléter? alors, sur le lien, ça c'est clair. Alors évidemment, c'est un degré divers selon les ligues. Parce que moi, c'est des ligues d'étudiants. Donc après, en fait, ils sont ensemble pendant un cours. En fait, le SCP est un peu particulier où vraiment c'est une scolarité à la carte. En fait, chaque étudiant choisit presque les cours qu'ils veulent. Donc ils peuvent se retrouver avec des étudiants pour un cours et ne plus jamais les revoir après. Donc mais donc évidemment, ce lien change selon les années. Mais je me rappelle, ce qui m'avait marqué, en fait, il y a 2 ligues, la première année que je l'ai fait, ça avait extrêmement bien marché. Et vraiment, ils étaient allés nettoyer le bois de Vincennes de fond en comble, les plastiques qui traînent, etc. Et encore aujourd'hui, le groupe WhatsApp est toujours actif. Et là, il y a des Français qui sont pas en vacances en Italie, qui sont allés dormir chez l'une une étudiante. Mais ça, et tout s'est passé via le groupe WhatsApp. Et ils se sont vraiment, il s'est vraiment créé quelque chose. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est pareil pour tous les groupes WhatsApp, il y en a qui sont plus du tout actifs, etc. Mais en tout cas, il y a cette possibilité-là. Et c'est vrai que là, il y avait eu un accompagnement un peu particulier. Donc, à mon avis, quand c'est bien accompagné comme ça, vraiment, il y a cette possibilité de création de liens. Sur la compréhension de la transition,
écologique à travers la consommation, moi, je le mesure à travers le devoir dont je vous ai parlé, c'est-à-dire quand ils doivent analyser en fait les défis les plus compliqués pour eux, qui sont jamais les mêmes selon les gens. Il y en a pour qui certains défis sont très faciles et d'autres pour lesquels le même défi va être très difficile. C'est là que je le vois en fait, c'est là que je le mesure. C'est quand ils vont écrire, voilà, moi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça, etc. Donc c'est intéressant de voir ça et je vois vraiment l'intérêt évidemment de l'expérience dans les pratiques quotidiennes, dans la vie quotidienne, vraiment l'intégration des pratiques dans les pratiques au jour le jour. C'est là vraiment qu'on se rend compte de ce que ça veut dire changer sa consommation. Donc ça c'est vraiment très clair. Ce que j'ai pas fait parce que manque de temps. Mais j'aimerais bien faire un jour une sorte de grande enquête. Tous mes étudiants qui ont participé à ce challenge pour savoir qu'est-ce qu'ils ont gardé. Est-ce qu'il y a des transformations dans leur consommation qu'ils ont gardées? Est-ce que c'est du consommation juste à court terme? Est-ce qu'il y a des choses qui... Moi, je sais qu'il y a certains changements, j'ai fait le challenge il y a 3 ans, que je garde, que j'ai gardé encore aujourd'hui. Parce que finalement, on prend du recul sur notre propre pratique et on se dit, mais ça, je peux l'intégrer. Donc, il y a des choses que j'ai pas gardées, que j'ai fait juste pour la durée du challenge. Donc ça, cette enquête à plus long terme, évidemment, ça prend du temps pour le faire. J'aimerais bien la faire. Ça, ce serait assez intéressant. Si jamais tu l'as fait, surtout, n'hésite pas à nous faire part de tout ce que tu arrives à récupérer. Avec plaisir. De toute façon, nous, de notre côté, on a un petit formulaire d'impact qu'on propose à la fin des 3 semaines de challenge. En fait, on leur demande un peu une photographie avant aux joueurs et une photographie après. Et on arrive à mesurer comme ça à quel point ils se sentent plus à l'aise avec, avec justement tous ces enjeux et toutes ces questions liées à l'écologie. Et on est capable donc de mesurer un peu l'impact qu'a eu ma petite planète, combien d'habitudes ils vont garder, etc. Et on repose la question 6 mois après pour savoir justement si ça a évolué, s'ils en ont vraiment conservé 4 comme ils avaient dit dans leur sondage, etc. Donc on pourra aussi vous repartager tout ça si jamais. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Maintenant, si vous avez des questions, les personnes qui sont avec nous, n'hésitez pas à les poser. On a quelques minutes encore à passer ensemble. Ne soyez pas timides. Ouvrez vos micros. Voilà, la parole est à vous. Ou vous pouvez les écrire dans le chat si jamais vous êtes trop timide pour ouvrir les micros. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de questions bêtes en tout cas. Non, pas du tout. Pour l'instant, c'est calme. Dans le chat, il y avait Aïdze. N'hésitez pas à me dire si je prononce très mal le prénom, qui demandait des exemples de défis rapidement. Donc, je ne sais pas si vous voulez vous en parler ou si on enchaîne sur des exemples de défis qui vous ont peut-être plus marqué que d'autres. Voilà, dites-nous. Pour essayer de répondre, donc comme je le disais, il y a des défis faciles, moyens et difficiles. Dans les défis faciles, je dirais par exemple en alimentation, essayer de faire des repas végétariens sur une semaine. Le défi difficile dans cette thématique, ce sera d'être 3 semaines végétarien par exemple. Moi, un défi qui m'a beaucoup marqué, alors j'ai oublié le nom du défi, vous allez m'aider les filles, c'est de l'idée de regarder 3 reportages, 3 documentaires, en fait, c'est un documentaire mais découpé en 3 morceaux et de faire des échanges, des débats au sein de l'équipe et même pourquoi pas en interligue. Ça m'a beaucoup plu parce que justement, ça aide à l'acculturation, à la sensibilisation et les gens venaient me voir en me disant oh, mais je savais pas qu'on faisait ça au poulet. Enfin bref, mais ça permet toujours un starter de discussion et d'échange et justement qu'est-ce qu'on fait nous. Enfin voilà, mais il y a vraiment une pluralité de défis. Ça veut dire par là que pour moi, tout un chacun peut se retrouver et trouver des défis qui lui correspondent. Et oui, en effet, il y en a qui sont pas faciles, hein, c'est sûr, où il faut sortir de sa zone de confort et c'est bien là aussi l'utilité. Tu parlais de The Week, c'est ça, Laure-Élise? Ouais, The Week, ouais. Merci. C'est ça. Ça a pas mal marqué les personnes. Oui, Camille. Juste sur le fait que il y en a qui soient difficiles, je trouve que c'est aussi bien de se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on fait au quotidien Ouais. et on ne sait pas que c'est forcément en lien avec la transition. Et donc, du coup, ça permet aussi à ceux qui culpabiliseraient de se dire ah, mais en fait, je fais pas mal de choses. Et il y a aussi des choses simples comme s'émerveiller devant la nature. Ça mange pas de pain, c'est gratuit, c'est facile et ça nous remet un peu dans le droit chemin, dans l'ordre des choses, en fait. Et je trouve que voilà, ce qui a été dit, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Et on se rend compte aussi parfois de certains, moi je me rappelle,
c'est la banque et l'argent, de se dire, ah ouais, quand même, en fait, on se rend pas compte de ça. Si on a un peu d'épargne sur une banque, bah ouais, notre banque, elle pollue. Et ça, je trouve ça assez intéressant de découvrir qu'il y a vraiment, quand on se pense qu'on est super au top, bah non, en fait, il y a encore des domaines sur lesquels on n'est pas forcément encore au taquet. Merci Camille. Bonjour à tous, c'est Flavie. Oui, Je suis à Lyon. Je me suis pas présentée parce que je suis arrivée en retard. J'avais une question sur les limites. Moi, je l'ai fait à titre personnel 2 fois, une fois dans mon entreprise et une fois avec des amis. Forcément, avec des amis, ça a super bien marché. Je voulais savoir si pour les étudiants, il n'y avait pas un frein au fait que on soit sur le téléphone, à envoyer des photos sur WhatsApp et finalement regarder quel challenge faire. Est-ce que vous avez trouvé que les étudiants, enfin, il y avait des limites par rapport à ça? Est-ce que voilà, vous avez pallié d'une certaine façon? Parce que la première fois vraiment en entreprise, ça n'avait pas pris à cause de ça. En fait, les gens partageaient peu sur le WhatsApp. Ils n'allaient pas chercher vraiment les défis, alors que la fois d'après, on avait un vrai challenge entre ligues et on s'est vraiment amusé à partager plein de choses. Mais c'était entre amis, donc j'ai retenu ce que tu disais, Julien, je crois que c'est toi, excuse-moi, Ouais, c'est ça. Ouais. de faire en sorte que les gens se connaissent. Et c'est vrai que c'est Ça, difficile. c'est un gros frein, ça. Le frein de pression sociale, est-ce que je vais être ridicule si je mets ça? Parce que déjà, rien que, enfin, ça paraît bête, mais c'est un âge où c'est super important et même parfois dire je fais un câlin à la nature, par exemple, enfin, voilà, on peut se dire mais je vais avoir l'air con si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Donc en fait, il y a vraiment, je pense qu'il y a une préparation à ça. Ça, c'est très Ok. clair. Il y a une très grande préparation. Malheureusement, on est dans une société où c'est ridicule de faire un câlin aux arbres. Donc, en fait, bah ouais, le ridicule, il est important à ce moment-là. J'imagine que même pour des collègues, moi, j'ai jamais fait entre collègues, mais j'imagine que c'est aussi un peu, il y a peut-être, c'est pas tout à fait les mêmes freins, mais ça doit se ressembler un peu. Donc, ça se prépare. Moi, je pense que je l'ai pas toujours assez bien préparé. Il y a des années où je l'ai bien préparé, il y a des années où par manque de temps, je l'ai mal préparé. Ce que je vais faire à partir de, j'espère, janvier prochain, c'est d'avoir quelqu'un à presque, enfin, vraiment dédié ma petite planète. En fait, on a la possibilité d'avoir des assistants de recherche et d'enseignement, mais qui soient dédiés à ça. Euh, et je pense que ça, c'est important pour faire ce genre de choses. Ça, c'est un frein qui est très important. Un autre frein qui est important, c'est effectivement le fait que bah, c'est des étudiants, ils ont des tonnes de trucs à faire, les soirées, les assos, un petit peu les cours de temps en temps. Et donc, effectivement, il faut leur rappeler. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un cours avec eux par semaine. Enfin, j'ai la chance, c'est pas beaucoup, mais bon, au moins, pour chaque séance, je peux leur rappeler, n'oubliez pas ça. Euh, je demande aussi à une doctorante d'être dans les groupes WhatsApp pour leur envoyer des petits messages, pour leur dire n'oubliez pas de. Mais effectivement, je pense que ça, c'est absolument nécessaire. Parce qu'il y a une inertie, mais on a tous une inertie très forte. Hein. C'est pas que je ne veux pas taper sur les étudiants, parce que tout le monde a une inertie très forte, on a tous notre vie. Et donc, il faut combattre cette inertie, et le plus tôt elle est combattue, même avant que le challenge commence, le mieux c'est. C'est pour ça qu'effectivement, la préparation de ce challenge, le pré-challenge, il est fondamental. Je me permets, pour compléter ce que vient de dire Julien, je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Nous, ce qu'on a fait là cette année, on a essayé en fait, de faciliter aussi la prise en main de l'appli. Et ça, on a utilisé l'idée de pré-typer, là, ou je sais pas comment on dit, pré-identifier les défis que vous allez faire en premier lieu. Et ça aide pas mal justement pour la prise en main de l'appli, puisqu'on peut mettre des petites étoiles sur les défis qu'on va faire, qu'on souhaite faire, qu'on préfère, etc. Ça aide pas mal au démarrage. Et l'autre point aussi que je voulais apporter, c'est que l'an dernier, par exemple, j'avais pas fait spécialement attention aux zones géographiques, à la proximité géographique. Moi, je me suis retrouvée dans une équipe, par exemple, où j'avais des players, des co-players à Nancy, à Saint-Dié dans les Vosges, etc. Et en fait, ça nous a mis dedans, pardon, mais c'était du coup, il y a plein de défis qu'on n'a pas pu faire en équipe. Donc là, maintenant, je fais beaucoup plus attention à ce que les équipes, les membres d'une même équipe soient proches géographiquement, donc sur le même site, etc. Même, on a quand même mixé étudiants et personnel, hein, ça nous posait pas de problème, mais par contre qu'ils soient proches. Merci Laurelise. Flavie, ça a répondu à ta question? Oui,
Oui, oui, merci. Merci beaucoup. Je vois que Maxine a levé la main aussi. Oui, tout à fait. Moi, j'avais plus une question par rapport justement au challenge personnalisable par établissement. Quel challenge vous avez choisi, enfin, pour des raisons particulières, etc. Je vais... Je veux bien répondre à cette question. Après, je te laisse la parole, Laure-Élise. Bien sûr. Nous, en fait, les 3 premières années, on n'avait pas fait de challenge personnalisé, en tout cas pas au niveau du réseau. Chaque IAE en avait peut-être fait. Et là, cette année, on s'est vraiment dit, bon, quand même, le but de ce challenge, c'est de créer du lien entre les IAE et finalement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, du coup, on a vraiment souhaité créer 3 défis qui puissent faire interagir les IAE entre eux, enfin en tout cas créer du challenge entre les IAE. Donc du coup, on avait créé un défi photo. Chaque IAE devait, enfin chaque ligue devait poster une photo et c'était MPP et mon IAE ou la transition écologique et mon IAE. Enfin, il y avait un thème et ils devaient envoyer une photo. On a proposé aussi un défi colis associatif. Donc, les ligues devaient identifier une association et organiser une collecte pour cette association et donner le fruit de leur collecte à l'association choisie. Et le dernier challenge, pour le coup, oui, on les incitait. Alors ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de ligues qui l'aient fait, mais il y avait un challenge, c'était le challenge difficile, c'était de créer un événement ou une action commune avec une ligue d'un autre IAE. Bon, ça, je pense que ça n'a pas trop marché cette année, mais en tout cas, l'esprit était là de créer du lien entre les ligues qui étaient géographiquement toutes à l'autre bout, enfin aux 4 coins de la France. Moi, pour compléter, côté Université de Lorraine, donc sur notre première édition l'an dernier, on avait un enjeu que d'installer la thématique biodiversité. Donc nous, on a utilisé l'an dernier, j'entends, les 3 défis choix du public sur la thématique biodiv et on a fait simplement des paliers de difficulté. En revanche, cette année, là, par exemple, on avait une opportunité, c'est notre direction du numérique qui avait créé un super quiz sur le numérique responsable qu'il avait fait pour la journée des nouveaux personnels, la journée de rentrée. Du coup, on l'a réincorporé et on en a fait le challenge le plus simple, puisque c'était un quiz de 8 questions faciles et tout. Le deuxième, c'était influence responsable, c'était aller interpeller ton artiste préféré sur les réseaux sociaux pour lui faire prendre conscience ou lui rappeler qu'il a une empreinte écologique et potentiellement que ça peut être un bon porte-voix. Et le dernier, c'était pas mal et ça a bien fonctionné, donc je vous le partage aussi. C'était l'idée de créer son propre trophée MPP en mode low-tech ou récup. Et du coup, on a fait, oui, parce que j'ai pas dit, mais à la cérémonie de clôture, on offrait, nous, pas des lots, mais des trophées en bois fait maison par un de nos IUT. Donc, en plus, avec un projet étudiant derrière, etc. Et en parallèle, on a fait voter pendant la cérémonie sur le plus beau trophée low-tech, donc qui était notre défi choix du public. Et en plus, on a gagné Team RSE, donc c'était Merci Laure-Élise, merci Marie. Aude, je vois que vous avez une question aussi. Camille, vas-y. Je me permets, j'ai pas du tout été dans la même démarche sur des défis. Moi, j'étais sur des défis très simples pour engager ceux qui n'auraient pas été déjà engagés. Par rapport au repas végétarien, c'est vrai que c'est un engagement d'une semaine et il y a, je trouve, un gros blocage de la part des étudiants. Il y en a qui tiennent à manger de la viande tous les jours. Et donc, j'ai mis un défi très simple, c'était d'aller manger aux rues et de choisir le repas végétarien. Parce qu'il y en a pour lesquels c'était rédhibitoire. Et du coup, ils se sont prêtés au jeu là-dessus. Et l'idée, c'était de se dire, ah, mais en fait, c'est pas si mauvais que ça. Pour au moins déclencher un truc. Ou peut-être c'est dégoûtant, j'en sais rien. Mais en tout cas, au moins une expérience, au moins une fois dans sa vie, pour certains, pour lesquels il y a vraiment un frein psychologique à ça. Et puis, bien sûr, de participer aux événements qu'on avait organisés tout simplement au sein du jeu. Bonne idée aussi, Camille, le fait de dédramatiser un peu un repas sans viande. Super, merci. Aude, vous avez une question ?
Oui, j'ai une question. Alors, nous, on a fait le challenge à Dauphine Londres. En fait, ça concernait les 90 élèves en première année. Donc, c'est un groupe relativement petit par rapport à d'autres groupes. J'ai eu l'impression que les filles étaient plus impliquées que les garçons. Je ne sais pas si c'est ça si vous avez remarqué ça. Et justement, et ça revient aussi à ce que disait Julien, aussi l'idée d'avoir un peu l'air cool ou pas trop cool. Parce que quand j'ai félicité à la fin ceux qui avaient eu la meilleure performance, il y avait, je crois, c'était un ou deux garçons sur 9 ou 10. Et je sentais de leur part à la limite de la gêne. Ils n'étaient pas embarrassés parce que, bon, moi j'avais fait un truc, c'est vraiment super, bravo, etc. Mais j'ai senti qu'il y avait quand même une petite hésitation. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça de votre côté. Voilà. Et comment engager les garçons ou les hommes plus, comment est-ce qu'on peut montrer qu'ils en soient fiers plutôt qu'ils en soient embarrassés. Nous, on partage cela, en tout cas. Aude, côté Université de Lorraine, sur les 600 participants cette année, on avait 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes, ce qui m'a vachement surprise quand j'ai découvert les stats. De la même manière, et là pour le coup, j'étais un peu déçue, c'est que sur ces 600 personnes, on avait 2 tiers de personnel, 1 tiers d'étudiants cette année. Donc, on a réduit par rapport à l'an dernier, on a réduit la part d'étudiants. Donc, moi, ce sera mes 2 enjeux en tout cas. Je n'ai pas les clés sur comment faire participer plus les hommes et plus les étudiants si possible. Mais en tout cas, oui, je partage ce constat avec vous. Moi, pas du tout. Ah ouais. Non, même au contraire, parce qu'on nous, on a très peu d'hommes en pharmacie. C'est un quart de la promo à peine. Et pour le coup, on est 50-50. Donc, il y a même plus de mobilisation si on prend proportionnellement la présence d'hommes que de femmes. D'accord. C'est à l'échelle de pharmacie. Par contre, à l'échelle universitaire, on partage potentiellement le même constat sur les engagements. Non, oui, moi aussi, je partage les garçons participent moins. Oui, mais c'est assez commun aussi à d'autres, enfin, c'est pas toujours le cas, mais oui, c'est vrai qu'il y a ça. Alors moi, ce qui peut aider, c'est que l'étudiant avec lequel je travaille, c'est un homme, c'est un VP étudiant développement durable. Et donc, déjà, il a sa bande de copains qui est motivée. Bah oui. Donc, du coup, c'est sûr que par identification par les pairs, c'est plus facile. Et en tout cas, c'est porté par un garçon cette année. Oui, pour moi, là, ça vient toucher des stéréotypes de genre qui sont bien ancrés et qu'on doit déconstruire, en effet. Oui, c'est une bonne idée. Peut-être l'année prochaine, présenter ça, demander. Enfin, c'est vraiment quand même presque humiliant de devoir demander à un homme de présenter le challenge parce qu'on se dit si c'est présenté par une femme, ça sera moins bien reçu ou moins bien suivi par les garçons. C'est quand même. Par un binôme. Binôme, exactement, Camille. Un binôme, ouais. Ce serait pas mal. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions étudiants, oui. Ah, on a une question de Sébastien. Oui, bonjour, merci pour les présentations. J'avais une question justement qui a été un petit peu effleurée. Nous, on va participer pour la première fois et on vous fait participer à la fois les enseignants, le personnel et les étudiants. Et je voulais savoir pour ceux notamment Laurélise, là, quelle était la meilleure stratégie. Est-ce qu'il faut prendre des enseignants qui soient responsables de ligue pour emmener des étudiants, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser les étudiants s'auto-organiser, enfin voilà, et de s'affronter avec leur prof Merci Sébastien pour cette question parce que ça me permet de dire quelque chose que je n'ai pas précisé. En fait, j'ai pu quand même m'appuyer sur quelques Julien Schmitt, donc des enseignants, chercheurs qui sont allés vraiment à la rencontre de leurs promos pour leur présenter, voire j'en ai 2 qui ont même obligé leurs étudiants, donc leur promotion, à se lancer dans ce challenge.
Donc en fait, je dirais que les enseignants-chercheurs, donc qui sont le plus en proximité avec nos étudiants, ça a été plutôt des prescripteurs en amont du challenge. Mais après, moi, ce que je préconiserais, mais bon, c'est que depuis mon balcon, je préconiserais qu'on fasse porter le lead, donc les ambassadeurs, vraiment qu'ils soient des pairs. Donc si par exemple on décide de faire 6 équipes au sein d'une promo, moi je dirais que les ambassadeurs Edris doivent être des étudiants parce que la sauce va prendre beaucoup plus rapidement, ils se connaissent, ils ont les mêmes codes et les mêmes de discussion, etc. Je préconiserais ça, mais je laisse mes camarades intervenants réagir aussi. Moi, je partage ton avis, Laure-Élise. Je trouve que déjà, ils ont des réseaux de communication qu'on n'a pas. Non. Nous, on utilisait WhatsApp, eux, ils n'utilisent pas du tout WhatsApp. Ils travaillaient sur leur mur de promo. Donc déjà, rien que pour ça, c'est un peu compliqué. Et les étudiants, moi, parce que c'était dédié aux deuxième année, mais on a quand même fait des équipes de personnel et puis des équipes supérieures. Ils se prêtent au jeu de vouloir être les meilleurs par rapport au personnel. Et pareil, les personnels par rapport aux étudiants, bien sûr dans une bienveillance, mais ils se sont challengés entre eux en fait. Et ça, par contre, je trouve que de les réunir sur des actions communes, là, c'est intéressant pour justement casser les barrières. Que chacun puisse être à l'aise aussi. On parlait tout à l'heure d'être à l'aise, de dire qu'ils vont faire un câlin à l'arbre. Déjà, c'est compliqué par les pairs, mais si en plus, vis-à-vis des enseignants, ça me semble être un peu compliqué parfois. Moi, je peux réagir aussi. Dans les IAE, il y a eu très peu de ligues mixtes. Donc, c'était essentiellement des ligues étudiantes ou des ligues personnelles. Par contre, c'était vraiment un gros levier pour les IAE qui ont réussi à mobiliser leurs enseignants. Comme disait, je pense que c'était Laure-Élise tout à l'heure. En fait, c'est là où ça a le mieux marché, où quand l'enseignant est porteur de projet et impulse la dynamique dans le cadre de ses Ah, on t'a perdu, Marie, je crois. assez facilement. Ouais, j'ai des problèmes de connexion, désolée. Vous en étiez où? Quand tu parlais du fait que les enseignants impulsent la dynamique. Oui, en fait, les enseignants font pas directement, enfin en tout cas chez nous, ne font pas directement partie de la ligue, mais par contre, c'est eux qui animent finalement le challenge pendant les 2 semaines et qui réussissent, parce qu'ils sont en contact avec leurs étudiants en direct, à mobiliser leurs étudiants. Ouais, ça marche bien généralement sous ce format-là. Bon, je vois qu'on a quand même déjà pas mal dépassé le temps. Je ne veux pas vous retenir tous plus longtemps, même si je suis sûre qu'on aurait pu encore avoir plein d'autres questions. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser aussi directement par mail pour qu'on puisse y répondre. Merci 1000 fois à nos 4 intervenants du jour pour tous vos retours et tous vos partages. C'était vraiment chouette de vous avoir et j'espère que ça a rassuré aussi les personnes qui étaient connectées à l'idée de se lancer avec le challenge. En tout cas, nous, on sera ravis de vous accompagner si vous décidez de vous lancer. Encore merci, Laure-Élise, Marie-Camille et Julien pour votre temps. Hélène, si tu veux dire un petit mot aussi. Oui, merci à tout le monde. Et puis, j'ai remis le lien vers le formulaire du coup pour avoir vos retours. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici avec Marine. On y répondra. C'est hyper important pour nous d'avoir vos retours pour nous améliorer et puis pour voir si on a pu répondre à vos questions et vos attentes surtout. Donc, j'espère que vous pourrez y répondre. Ça prend pas plus de 2 minutes. Promis. Promis. On a hâte de vous voir une prochaine fois. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne journée. Merci, au revoir. Et bon après-midi. Merci, bon après-midi. Merci, au revoir. Merci Hélène. À tous. Attends, je vais enlever l'enregistrement pour pas qu'on ait genre